Jamais je n'aurais pu imaginer que je découvrirais un nourrisson sanglotant parmi des amoncellements de poubelles à 3 heures du matin, et pourtant, cette nuit-là a bouleversé ma vie pour toujours. Tout avait débuté 6 mois auparavant, quand ma mère, Monique, avait reçu un diagnostic d'insuffisance rénale chronique. Dans un grand hôpital parisien, les médecins nous avaient annoncé un coût de traitement qui m'avait privé de sommeil, 200 000 €. Moi, Manon Dubois, agente d'entretien de 28 ans, je parvenais à peine à joindre les deux bouts avec 1 200 € par mois, fruit de 3 emplois éreintants. Une odeur tenace de javel et de déterge imprégnait mes mains. Chaque matin, dès 5 heures, je partais nettoyer des bureaux du centre de Paris avant l'arrivée des employés. L'après-midi, je m'occupais de résidences privées dans un quartier chic de Paris, où les demeures étaient de véritables palais et où les voitures valaient plus que l'ensemble de mes revenus à vie. Mais il me fallait plus d'argent, bien plus. Ce fut mon ami Pilar qui m'informa de l'emploi dans la grande maison de campagne de la famille Leroy. La paie est double, Manon, 150 €, pour seulement 3 visites par semaine. Monsieur Leroy est veuf et cherche une personne de confiance. Sa proposition semblait trop belle pour être vraie, mais mon désespoir m'interdisait de faire la fine bouche. La première fois que j'aperçus la propriété des Leroy, au sein d'une résidence privée de l'Île-de-France, j'ai pensé que j'avais fait une erreur d'adresse. C'était un édifice moderne de 3 niveaux, entouré de jardins dignes d'un magazine de luxe et agrémenté d'une fontaine à l'entrée dont la valeur dépassait sûrement celle de mon appartement dans une banlieue populaire de Paris. J'actionnai la sonnette, les mains moites. Une femme élancée et grande, d'une trentaine d'années, m'ouvrit. Vêtue d'un uniforme noir impeccable, elle me dévisagea avec un mépris à peine voilé. « Vous êtes la nouvelle femme de ménage », lança-t-elle sèchement. « Vous êtes en retard. » Je consultai ma montre. Il était 9 heures précises, l'heure convenue. « Pardonnez-moi, mais je suis Chloé Girard, la gouvernante en chef. Monsieur Leroy est dans son bureau. Ne le dérangez en aucun cas. Nettoyez rapidement et sans bruit les escaliers, les sanitaires, la cuisine et le salon principal. C'est tout. » Sans attendre de réponse, elle me tourna le dos et s'évanouit dans un couloir feutré. Je pénétrai dans la maison avec mon équipement de nettoyage, me sentant totalement étrangère à cet univers de marbre et de verre. Alors que je m'affairais dans le gigantesque salon, des pleurs étouffés me parvinrent du premier étage. C'étaient les sanglots d'un bébé, faible mais continu. Ce son me serra le cœur, il y avait une telle détresse dedans. « Ne montez surtout pas », la voix de Chloé me fit tressaillir. Elle avait surgi de nulle part, tel un spectre. « Le bébé se porte bien. Je m'en charge. » Pourtant, le nourrisson continua de pleurer durant les 20 minutes qui suivirent, pendant que je travaillais. Et Chloé ne monta jamais. Je finis mon service en 3 heures. Au moment de partir, un homme sortit du bureau. Il était de haute taille, bâti en athlète, les cheveux bruns un peu en désordre et des cernes profonds marquant ses yeux bleus. Son costume gris était d'une coupe parfaite, mais sa posture trahissait une profonde lassitude. « Vous êtes bien Manon ?» demanda-t-il d'une voix enrouée. « Oui, monsieur Leroy. Je viens de terminer mon travail. » Pour la première fois de la journée, quelqu'un dans cette demeure posa sur moi un regard sincère. « Merci d'être venu. Chloé m'a assuré que votre travail est de qualité. Au plaisir de vous revoir mercredi. » J'acquiesçai et quittai la propriété, mais les pleurs de ce bébé me hantaient. Les semaines qui suivirent, une routine s'installa. Les lundis, mercredis et vendredis, je nettoyais la maison des Leroy. À chacune de mes visites, le bébé pleurait des heures durant. Et chaque fois, Chloé et l'autre nourrice, Léa Lefebvre, semblaient de plus en plus irritées par ma présence. Léa était différente de Chloé, plus jeune, 25 ans tout au plus, les cheveux d'un blond artificiel et des ongles impeccables, manifestement peu habituée aux soins d'un nourrisson. Elle passait son temps au téléphone ou sur son mobile, sourde aux gémissements du petit Léo. Car oui, le bébé s'appelait Léo. Je l'avais appris un après-midi en surprenant une conversation téléphonique de Monsieur Leroy dans son bureau. Léo aura 6 mois demain, Valérie. 6 mois sans sa mère. Je ne sais pas si je m'y prends bien. La souffrance dans sa voix me déchira le cœur. D'après Pilar, l'épouse de Monsieur Leroy, Sandrine, était morte en couche, suite à des complications imprévues. Il était désormais veuf, avec un nouveau-né, s'efforçant de diriger son entreprise technologique tout en surmontant son chagrin. Un mercredi matin, tout bascula. J'étais arrivé en avance, à 8h30, pour pouvoir emmener ma mère à sa dialyse.
La porte d'entrée était entr'ouverte, ce qui était inhabituel. Je m'introduisis sur la pointe des pieds. Des chuchotements provenaient de la cuisine. Je m'approchai en silence, mon instinct me soufflant que quelque chose clochait. Je te l'ai déjà dit, le plan est lancé. C'était la voix de Chloé. Antoine gère l'aspect légal. Dès que Stéphane perdra la garde pour négligence, Antoine héritera de tout, et nous aurons notre part. Et le bébé, s'inquiéta Léa. Laisse-moi gérer ça. J'ai tout prévu. La disparition d'un bébé dans des circonstances troubles entraîne des enquêtes qui anéantissent les réputations. Stéphane est si abattu qu'il sera aisé de le dépeindre comme un père incapable, voire déséquilibré. Antoine a déjà une armée d'avocats prête à se battre pour la garder, une fois qu'il l'aura obtenue. Mon sang ne fit qu'un tour. Elle complotait contre le bébé, contre Monsieur le Roi. Je me retirai discrètement, le cœur battant à tout rompre. Je montai à l'étage pour commencer mon travail, mais mon esprit était ailleurs. Il me fallait des preuves, je devais agir. Cet après-midi-là, après mon service, je restai à observer la maison depuis l'arrêt de bus. Je vis un homme quitter la propriété dans une luxueuse voiture. Ce n'était pas Monsieur le Roi. L'homme était plus svelte, avec des traits similaires, mais une expression bien plus dure. Antoine, son frère. Les jours suivants, je redoublai de vigilance. Je constatai que Chloé et Léa ne nourrissaient le bébé que sporadiquement. En présence de Monsieur le Roi, elles jouaient les nounous modèles, mais dès qu'il partait, elles abandonnaient Léo à son sort dans sa chambre pendant des heures. Le vendredi de cette même semaine, je pris un risque qui aurait pu me coûter ma place. Pendant que je nettoyais à l'étage et que les nourrices regardaient la télévision en bas, je me glissai dans la chambre du bébé. Léo était dans son lit, le visage écarlate de larmes. Sa couche n'avait pas été changée depuis des heures. Je tendis l'oreille vers la porte, aucun bruit de pas. Les mains tremblantes, je le pris délicatement dans mes bras. Il était si frêle, si vulnérable. Ses grands yeux bleus, les mêmes que ceux de son père, me fixèrent, emplis d'un mélange de surprise et d'imploration. Je changeai sa couche avec les articles de toilette trouvés sur place, le nettoyant avec soin avant de le bercer tendrement. « C'est fini, petit Léo » murmurai-je. « Tout ira bien maintenant. » Pour la première fois, il cessa de pleurer. Il se blottit contre moi, fermant les yeux, s'abandonnant à ma confiance. Une larme perla sur ma joue. Cet enfant méritait une protection véritable, pas des nourrices complotant contre lui. Je le reposai avec précaution dans son berceau, m'assurant de son confort, et sortis juste à temps pour entendre des pas dans l'escalier. « Qu'est-ce que tu fabriquais là aussi longtemps ?» Chloé me bloqua le passage, le regard suspicieux. Je nettoyais la salle de bain du couloir. Elle était très sale, mentis-je, la voix assurée. Elle me dévisagea un instant qui me parut une éternité, puis s'écarta. Terminé par. Cette nuit-là, le sommeil me fuit. Les paroles de Chloé tournaient en boucle dans ma tête. Le plan est en marche. Mais quel plan? Et quand passerait-elle à l'acte? Ma mère sentit mon anxiété. Manon, ma chérie, qu'est-ce qui te tracasse? Tu n'as pas arrêté de faire les 100 pas, rien, maman, juste la fatigue. Je ne pouvais lui ajouter ce fardeau, sa santé était trop précaire. Le dimanche soir, un SMS d'un numéro inconnu s'afficha sur mon écran. J'ai besoin de vous demain, lundi, de bonne heure. Les nounous ont pris leur journée et j'ai une réunion impérative. Pouvez-vous garder Léo quelques heures? Je vous dédommagerai en conséquence. Stéphane le Roi. J'acceptai sans hésiter. C'était l'occasion de veiller sur cet enfant, ne serait-ce que pour une journée. Mais j'ignorais que le lundi matin, l'horreur n'attendait que de commencer. J'arrivai à la résidence Le Roi à 7 heures du matin le lundi. L'aube naissante éclairait à peine les jardins impeccables lorsque je sonnai. Stéphane m'ouvrit en personne, en costume bleu marine, la cravate nouée à la hâte. Manon, merci de votre ponctualité. Sa voix était lasse, les cernes sous ses yeux plus marquées. J'ai une réunion capitale avec des investisseurs japonais. Impossible de l'annuler. L'avenir de l'entreprise en dépend. Ne vous en faites pas, monsieur le roi. Je veillerai bien sur Léo, le rassurai-je. Il me fit entrer. La maison était plongée dans un silence lourd, angoissant. J'ai préparé les biberons pour la journée. Ils sont au réfrigérateur, il n'y a qu'à les réchauffer.
Léo dort encore, il se réveille vers 8 heures. Les couches sont dans sa chambre. Il marqua une pause, se passant la main dans les cheveux, frustré. Ciel, je ne sais pas pourquoi je suis si tendu. Chloé et Léa font ça tous les jours. Les nourrices ont pris leur journée en même temps, demandai-je d'un air détaché. Oui, un problème familial urgent, apparemment. C'était inattendu. Il haussa les épaules. J'oublie parfois qu'elles ont leur propre vie. D'habitude, l'une des deux reste, mais aujourd'hui, elles avaient toutes les deux besoin de s'absenter. Une alarme retentit dans ma tête. Les deux en congé le même jour, juste après avoir entendu leur conversation sur le plan. Ce n'était pas une coïncidence. À quelle heure pensez-vous rentrer, m'enquis-je. Vers 18 heures. C'est une longue réunion. Il saisit son porte-document. Mon numéro est sur le réfrigérateur. Appelez-moi pour la moindre urgence, Manon. Léo est tout ce qu'il me reste de Sandrine. Sa voix se brisa sur la fin. J'acquiesçai, incapable de prononcer un mot. Il partit précipitamment, comme s'il craignait de s'effondrer s'il restait un instant de plus. Dès que sa voiture se fut éloignée, je montai à la chambre de Léo. Le bébé dormait paisiblement dans son berceau, inconscient du péril qui, je le sentais, le menaçait. Je m'assis dans le fauteuil à bascule près de lui, l'esprit en ébullition. Si les nourrices manigançaient quelque chose, pourquoi prendre leur journée en même temps? À moins qu'elles ne veuillent pas être présentes au moment des faits. Mais que devait-il se passer? Et qui en serait l'auteur en leur absence? La réponse me parvint à 9 heures du matin. On sonna avec insistance. Je descendis 4 à 4, Léo dans les bras, qui venait de se réveiller et buvait son biberon. Par le Judas, je reconnus l'homme de la voiture de luxe. Sa ressemblance avec Stéphane était frappante, mais ses traits étaient plus durs, son regard plus froid. Je n'ouvris pas, qui est là, demandai-je à travers la porte. Antoine Leroy, le frère de Stéphane. Ouvrez. Monsieur Leroy ne m'a pas prévenu de votre venue. Cessez vos enfantillages. C'est la maison de ma famille. Ouvrez, ou j'appelle la police. Non, mon instinct me hurlait de ne pas ouvrir. Mais légalement, il avait raison. S'il alertait la police et que je lui interdisais l'accès, je serais en tort. Les mains tremblantes, j'ouvris la porte, serrant Léo contre moi. Antoine entra sans y être invité. Il était moins grand que Stéphane, mais une aura agressive émanait de lui, le faisant paraître plus imposant. Ses yeux, d'un brun sombre contrastant avec le bleu de son frère, me jaugèrent. Et vous, qui êtes-vous? Manon Dubois, la femme de ménage. Monsieur Leroy m'a demandé de m'occuper de Léo aujourd'hui. La femme de ménage. Il eut un rire sans joie. Mon frère est à ce point aux abois qu'il confie son fils à la femme de ménage. Où sont Chloé et Léa? Elles ont pris leur journée. Je vois. Une lueur étrange passa dans son regard, me donnant la chair de poule. Donnez-moi l'enfant. Je reste avec lui. Vous pouvez disposer. Non. Le mot m'échappa. Pardon? Sa voix se fit menaçante. Monsieur Leroy m'a engagé pour veiller sur Léo aujourd'hui. Je ne peux le confier à quiconque sans son autorisation. Antoine s'approcha de moi, si près que je sentis son parfum coûteux. Écoutez-moi bien, la femme de ménage. Je suis de la famille. Vous n'êtes qu'une employée. Donnez-moi cet enfant, sur le champ. Léo, sentant la tension, se mit à pleurer. Je le berçai en reculant. Je vais appeler Monsieur Leroy. Faites donc. Dérangez-le en pleine réunion à plusieurs millions. On verra bien ce qui compte le plus pour lui, des investisseurs japonais ou une femme de ménage paranoïaque. Il avait raison. Stéphane avait souligné l'importance cruciale de cette réunion. Si je l'appelais pour ça, quelle serait sa réaction? Me croirait-il sur la base d'une simple intuition? Mais en croisant le regard d'Antoine, toutes mes craintes se confirmèrent. Nulle chaleur dans ses yeux. Nulle tendresse d'un oncle pour son neveu. Uniquement du calcul. Je vais l'appeler, déclarai-je fermement en sortant mon mobile. D'un geste vif, Antoine me l'arracha des mains. Vous n'appellerez personne. Sa voix était devenue un venin. Vous n'êtes qu'une femme de ménage qui se mêle de ceux qui ne la regardent pas, la peur me cloua sur place. Nous étions seuls dans cette immense demeure,
Léo, Antoine et moi. Personne ne savait que j'étais là, hormis Stéphane, en réunion, son téléphone probablement éteint. Que voulez-vous au juste, murmurai-je. Antoine sourit. Le sourire le plus glaçant que j'ai jamais vu. Justice. Mon frère aîné a toujours tout eu. L'entreprise de notre père aurait dû me revenir aussi. Mais Stéphane a conservé 60%. La plus belle femme de Paris, est maintenant un héritier. Tandis que moi. Je ne suis que le cadet, l'éternel second. C'est une affaire d'argent, dis-je, comprenant tout. D'héritage. C'est une affaire de ce qui m'est dû, rétorqua-t-il en s'approchant. Et ce gamin est le seul obstacle entre moi et le contrôle total de l'Eurotech. S'il arrivait quelque chose à Stéphane et que Léo n'était plus là, l'entreprise serait à moi. Les avocats l'ont confirmé. Vous êtes fou. Je reculai vers l'escalier. Vous ne vous en tirerez pas comme ça. C'est déjà fait. Son sourire s'élargit. Chloé et Léa ont compilé un dossier sur chaque négligence de Stéphane. Vidéo truquée, enregistrement audio, faux rapport. J'ai de quoi prouver que mon frère est un père instable et dangereux. Et aujourd'hui, pendant sa réunion, le bébé va disparaître. Un accident tragique. La femme de ménage, aux abois, avec une mère malade, kidnappe le fils du millionnaire contre une rançon. L'affaire tourne mal et le bébé. Je ne le laissais pas achever. Je fis volte-face et m'élançai dans les escaliers, Léo serré contre moi. Ses hurlements emplirent la maison, tandis qu'Antoine me talonnait. « Tu ne t'échapperas pas, idiote !» criait-il. Je connais cette maison comme ma poche. J'atteignis le premier étage et me réfugiai dans la chambre de Léo, verrouillant la porte. La serrure était fragile, mais elle m'offrirait un répit. Je cherchais mon téléphone des yeux, en vain. Antoine l'avait. Il y avait un téléphone fixe dans la chambre de Monsieur Leroy. Si seulement je pouvais l'atteindre. Antoine se mit à tambouriner à la porte. Ouvre. Ne complique pas les choses. Je cherchais frénétiquement une autre issue. La fenêtre donnait sur le jardin arrière, une chute de 7 mètres au moins. Impensable avec un bébé. La salle de bain attenante n'offrait aucune autre sortie. Nous étions pris au piège. Les coups redoublèrent d'intensité. La porte commença à céder. Elle ne tiendrait plus longtemps. C'est alors que j'aperçus la grille d'aération au plafond. Elle était large, sans doute reliée au système de climatisation. Assez grande peut-être. Je n'avais plus le choix. Je fis glisser la table allongée sous la grille, grimpai dessus et, d'une main tenant Léo, je poussai la grille de l'autre. Elle céda. D'un ultime effort, je l'ouvris entièrement. La porte vola en éclats au moment même où je disparaissais dans le conduit. Non. Le cri d'Antoine résonna derrière moi. Le conduit était étroit, sombre, suffocant. Je rampai aussi vite que possible, Léo pleurant dans mes bras. Le métal grinçait sous mon poids. J'entendais Antoine pester en bas, fouillant chaque pièce, tentant de deviner ma sortie. Le conduit se séparait en deux. D'instinct, je pris à gauche, en direction de la chambre principale. Si je pouvais atteindre le téléphone. Mais le conduit se rétrécissait. Impossible de passer. Je devais faire demi-tour, mais j'entendis des pas juste en dessous. Antoine était là, à l'affût. Les pleurs de Léo redoublèrent, et mon cœur se serra. Le son nous avait trahis. Je t'entends, Manon, dit Antoine d'en bas, sa voix d'un calme terrifiant. Sors de là maintenant. Discutons raisonnablement. Je ne répondis pas. Je restai figé, serrant Léo contre moi, tentant de le calmer par des chuchotements affolés. Les minutes s'écoulèrent, interminables. J'entendis enfin ses pas s'éloigner. J'attendis, n'osant bouger, jusqu'à ce que le silence soit total. Je rebroussai chemin lentement. Je trouvai une autre grille dans une salle de bain et me laissai glisser avec une infinie précaution. Mes bras étaient endoloris d'avoir porté Léo si longtemps dans cette posture. La salle de bain était déserte. J'ouvris la porte avec prudence, jetant un œil dans le couloir. Silence. Je courus vers la chambre de Monsieur Leroy. Je fermai la porte sans bruit et me précipitai sur le téléphone. Les doigts tremblants, je composai le numéro du réfrigérateur. Une sonnerie, 2, 3. Allô. La voix de Stéphane était crispée. Monsieur Leroy, murmurai-je, c'est Manon.
Votre frère Antoine est ici. La communication fut coupée. Je regardais le fil. Il avait été sectionné. Il pendait, inerte. Vous cherchez ceci? Je me retournai. Antoine se tenait sur le seuil, une paire de ciseaux à la main. Son expression était passée de la fureur au calcul glacial. Tu as rendu les choses bien plus ardues que prévu, Manon. Le plan était simple. Tu enlèves le bébé. L'affaire tourne mal, tout le monde est triste. Mais maintenant, tu es un témoin. Tu en sais trop, ce qui veut dire. Je n'attendis pas la suite. Je courus à la fenêtre et l'ouvris à la volée. Le balcon donnait sur le jardin avant. De là, on voyait la rue. Si je criais. Antoine m'attrapa par le bras. Nous luttâmes, mais il était plus fort. Léo hurlait de terreur entre nous. Lâchez-moi, criai-je, désespéré. Et là, dans un éclair d'adrénaline et de désespoir, je fis l'impensable. Je le mordis au bras de toutes mes forces. Il hurla de douleur et me relâcha. Je me précipitai vers la porte, dévalai les escaliers et sortis dans le jardin. Mais j'avais commis une erreur fatale. Dans ma précipitation, j'étais parti sans mon sac, sans argent, sans papier. Je n'avais que Léo, sa couverture et mes vêtements. La voiture d'Antoine barrait la sortie. Impossible d'atteindre la rue. Je courus vers le fond de la propriété, vers une porte de service que j'avais repérée. Elle était cadenassée, mais la clôture était plus basse à cet endroit. Léo blottit dans sa couverture, j'escaladai la clôture, faisant fi des éraflures sur mes mains et mes jambes. Je tombai de l'autre côté, chancelante, mais sans lâcher le bébé. Nous étions dans une rue résidentielle paisible. Je courus à l'aveuglette, fuyant, les poumons en feu. Léo avait cessé de pleurer, comme s'il comprenait qu'il fallait se taire. Après 10 minutes de course effrénée, je m'arrêtai dans un petit parc, me dissimulant derrière des buissons. Mon esprit était en surchauffe. Antoine le roi, avec son argent et ses relations, ne tarderait pas à lancer une chasse à l'homme. Je devais contacter Stéphane, lui dire la vérité. Mais comment? Sans téléphone, sans argent. Et maintenant, techniquement, j'avais enlevé l'enfant d'un millionnaire, comme Antoine l'avait prévu. Le parc était vide à 7 heures matinales. Je me recroquevillai derrière les arbustes, reprenant mon souffle, Léo serré contre moi. Le bébé s'était enfin apaisé, me fixant de ses grands yeux bleus avec une confiance que je ne méritais pas. Je l'avais exposé à un danger encore plus grand. Mes options étaient minces et toutes désastreuses. Si j'allais à la police, qui me croirait? Une femme de ménage sans le sou accusant un millionnaire influent. Antoine avait déjà mentionné ses preuves fabriquées contre Stéphane. Il n'aurait aucun mal à en produire contre moi. Il était sans doute déjà en train de signaler l'enlèvement de son neveu. Mais je ne pouvais pas non plus rester caché. Léo avait besoin de nourriture, de couches, de soins. Et il fallait que je trouve de l'aide. Valérie. Stéphane avait prononcé ce nom au téléphone. Léo aura 6 mois demain, Valérie. Il lui parlait avec une confiance, une familiarité. Une avocate, une amie? Peu importe, c'était un nom, ma seule piste. Je risquais un coup d'œil hors de ma cachette. Un homme âgé promenait son chien. Je l'abordai avec hésitation. Excusez-moi, monsieur. Pourriez-vous me prêter votre téléphone? C'est une urgence. L'homme me toisa, suspicieux, remarquant mes vêtements en désordre, mes cheveux ébouriffés, le bébé sans poussette ni sac à langer. Quelle urgence? Je vous en prie, suppliai-je. Un seul appel. Mon téléphone est déchargé, je dois prévenir ma famille. Après un instant d'hésitation qui me parut une éternité, il me tendit son portable. Un appel, et vite. Les doigts tremblants, je composai les renseignements. Je cherche le numéro d'un cabinet d'avocats travaillant avec Leroy-Tech à Paris. J'ai plusieurs résultats. Pouvez-vous préciser? Y a-t-il une avocate nommée Valérie? Bernard est associé à une associée du nom de Valérie Bernard. C'est ça, passez-les-moi, s'il vous plaît. L'homme me regardait avec une méfiance croissante. L'appel aboutit. Bernard est associé, bonjour. Je dois parler à Valérie Bernard. C'est une urgence. Dites-lui que c'est au sujet de Stéphane Leroy et de son fils Léo. De la part de qui? Manon Dubois.
Je vous en supplie, c'est une question de vie ou de mort. Une pause. Un instant. Les secondes s'étirèrent. L'homme tendit la main. Assez. Rendez-moi mon téléphone. Encore un instant, je vous en prie. Allô. Une voix de femme, professionnelle, mais teintée d'inquiétude. Madame Bernard, c'est Manon Dubois. Je travaille pour Monsieur Leroy. Son frère Antoine a tenté de s'en prendre à Léo et je. Quoi? Où est Stéphane? Où est l'enfant? L'enfant est avec moi, il va bien, mais Antoine nous a pourchassés et j'ai dû fuir avec lui. Et maintenant? L'homme me reprit le téléphone. Ça suffit. Allez-vous en avant que j'appelle la police? Non, je vous en supplie. Mais il s'éloignait déjà. Je restai figé au milieu du parc. Léo se remit à pleurer, sans doute affamé. Je fouillai sa couverture et fis une découverte providentielle, une étiquette brodée avec une adresse et un numéro de téléphone, probablement de la crèche ou du pédiatre. C'était peu, mais c'était un début. Je marchai pendant 40 minutes, empruntant des rues secondaires, évitant les grandes artères et leurs caméras de surveillance. Chaque voiture de police me glaçait le sang. Chaque regard insistant me semblait une menace. J'arrivais dans ma banlieue. C'était risqué, mais je devais voir ma mère. Il me fallait de l'argent, mon téléphone, des vêtements. Je montai les escaliers du vieil immeuble, à l'affût du moindre bruit. J'ouvris la porte de notre petit appartement avec ma clé. Maman. Manon, où étais-tu? Il est presque midi. Tu devais rentrer tôt pour m'emmener à l'hôpital. Ma mère sortit de sa chambre, appuyée sur sa canne. En voyant le bébé dans mes bras, elle se figea. Qu'est-ce que? Maman, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Fais-moi confiance. Les mots se bousculaient. Ce bébé est en danger. Des gens puissants lui veulent du mal, et je suis la seule à pouvoir le protéger. Manon, tu délires. À qui est cet enfant? C'est Léo, le fils de Monsieur Leroy, mon employeur. Ma mère blêmit. Dis-moi que tu n'as pas fait une bêtise. Dis-moi que tu ne l'as pas enlevé. Non, je l'ai sauvé. Son oncle a essayé de. Maman, je t'en prie, crois-moi. Quand on aime l'argent au point de tuer, on est capable de tout. Ma mère s'assit lourdement sur le canapé, le regard empli d'un mélange de peur et d'inquiétude. C'est grave, Manon. Ces gens ont des avocats, des relations, de l'argent. Nous ne sommes rien face à eux. Justement. Comme nous ne sommes rien, personne ne pensera à chercher ici. Je filai dans ma chambre, récupérai mon téléphone en charge et l'allumai. Une avalanche de notifications, de messages, d'appels manqués. Je consultai les informations en ligne. Mon sang se glaça. Alerte, enlèvement du fils de l'homme d'affaires Stéphane Leroy. Manon Dubois, 28 ans, employée de maison, est recherchée. Considérée comme dangereuse. Si vous l'apercevez, contactez immédiatement le 17. Ma photo, tirée de mon badge professionnel, était partout. Mon visage s'étalait sur toutes les chaînes. Mon Dieu, murmurai-je. Ils ont déjà tout diffusé. Antoine n'a pas perdu de temps. Je poursuivis ma lecture. L'article citait des sources proches de la famille, affirmant que mon comportement était devenu étrange, que je m'étais renseigné sur la fortune de Monsieur Leroy, que ma mère malade avait un besoin urgent d'argent. Tout était orchestré pour faire de moi la coupable idéale. Mon téléphone sonna. Numéro masqué. J'hésitai, puis décrochai. Manon? C'était Valérie Bernard. Oui, c'est moi. Écoutez-moi bien. Je sais qui vous êtes et ce que Stéphane pense de vous. Il apprécie votre travail, votre sérieux. Ce que vous m'avez dit au téléphone. Il faut que vous me racontiez tout, mais pas par ce moyen. On pourrait vous localiser. Comment avez-vous eu mon numéro? Stéphane me l'a donné il y a plusieurs semaines, en prévision de votre garde d'aujourd'hui. Il voulait qu'une autre personne ait un contact d'urgence. Maintenant, écoutez, il y a un café parisien, rue des Martyrs. Vous connaissez? Oui, c'est tout près. J'y serai dans 20 minutes. Passez par l'arrière, par la ruelle. Et Manon. Si vous protégez vraiment cet enfant, apportez-moi une preuve de ce que vous avancez sur Antoine. La communication c'est ça.
Ma mère me regardait, les yeux pleins de larmes. Ma chérie, tu vas ruiner ta vie. Il est encore temps de le ramener. Et s'il se fait tuer par Antoine? Pourrais-je vivre avec ça? Je secouai la tête. Non, maman. Il est trop tard pour reculer. Je dois aller jusqu'au bout. Je me changeai en hâte, pris quelques économies et enveloppai Léo dans une autre couverture, plus grande, dissimulant son visage. Je mis une casquette et des lunettes de soleil. Sois prudente, me dit ma mère en m'étreignant. Je prierai pour toi. Le trajet jusqu'au café fut un supplice de paranoïa. Chaque regard me semblait une accusation. Chaque sirène me glaçait le sang. J'arrivai enfin dans la ruelle. Une femme élégante d'une quarantaine d'années, en tailleur gris impeccable et chignon châtain, m'attendait. Valérie Bernard. Manon? Demanda-t-elle à voix basse. J'acquiesçai. Elle jeta un œil à Léo, emmitouflé. Il va bien. Il a faim et besoin d'être changé, mais il n'a rien. Entrons. Le patron est un de mes clients. Il nous prêtera son bureau. Elle nous fit traverser la cuisine, ignorant les regards indiscrets du personnel, jusqu'à un petit bureau à l'arrière, qu'elle ferma à clé. Maintenant, dit-elle fermement, racontez-moi tout, sans omettre le moindre détail. Je lui déballai tout. La conversation surprise entre Chloé et Léa, l'arrivée d'Antoine, ses menaces, ses aveux sur son plan pour s'emparer de l'entreprise, notre fuite éperdue. Valérie m'écoutait, son visage s'assombrissant de minute en minute. Quand j'eus fini, elle resta un long moment silencieuse. Avez-vous la moindre preuve matérielle? Je secouai la tête, dépité. Tout s'est passé si vite. Je n'ai que ma parole. Votre parole contre celle d'un Leroy. Manon, mesurez-vous la gravité de la situation? Antoine a porté plainte. La police vous recherche et sans preuve. Que dois-je faire, alors? Me rendre? Laissez Antoine s'en tirer. Léo se mit à pleurer. Le regard de Valérie s'adoucit. Laissez-moi le prendre. Je lui confiai le bébé. Elle le berça avec une aisance déconcertante, sortant un biberon de son sac. J'ai toujours le nécessaire sur moi. Stéphane m'appelle souvent en cas d'urgence avec Léo. Je suis sa marraine. Je la regardai nourrir le bébé avec une expertise évidente. Léo se calma aussitôt, tétant avidement. Cet enfant vous fait confiance, dit doucement Valérie. Les bébés ont un sixième sens. Si vous étiez une ravisseuse, il serait terrifié. Il vous voit comme sa protectrice. Vous me croyez? Stéphane vous fait confiance. C'est un argument de poids. Et je connais Antoine Leroy. Je l'ai vu convoiter l'empire de son frère. Elle leva les yeux sur moi. Mais vous croire et le prouver juridiquement sont deux choses distinctes. Il nous faut des preuves. Il faut que Chloé ou Léa parlent, ou qu'on trouve une trace de leurs échanges avec Antoine. Comment, alors que je suis en fuite? Je ne peux pas retourner là-bas chercher des preuves. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Non, mais moi, si. Je suis l'avocate de Stéphane. J'ai un accès légal à la propriété. Et Stéphane? Est-il au courant? Le sourire s'effaça. Il est sorti de réunion il y a 1 heure. Il est dévasté. Antoine lui a raconté que vous aviez tout manigancé, que votre mère malade était le mobile parfait. Il lui a montré de faux virements, des recherches sur la fortune des Leroy sur votre ordinateur. C'est faux. Je le sais. Mais Stéphane est fragile. Il vient de perdre sa femme. Il se bat pour son entreprise, et maintenant son fils a disparu. Antoine sait parfaitement comment le manipuler. Mon espoir s'envola. Alors, même Stéphane ne me croit pas, je ne sais pas. Mais je sais qu'il aime son fils plus que tout au monde. Et si je parviens à prouver qu'Antoine est le véritable coupable? Valérie me regarda droit dans les yeux. J'ai besoin de votre confiance, Manon. Il faut que vous vous cachiez avec Léo pendant que j'enquête. Pouvez-vous le faire? Le garder en sécurité encore un peu. Je regardai le bébé endormi dans ses bras, le biberon vide. Cet innocent ne méritait pas d'être un pion dans les jeux de pouvoir de son oncle. Je le peux, dis-je avec plus de conviction que je n'en avais. Je ferai le nécessaire. Valérie acquiesça, me rendant Léo avec précaution. Je connais un endroit,
une maison de campagne dans une petite ville en Normandie. Elle appartient à un client parti pour 6 mois. Personne n'ira chercher là-bas. Elle me tendit des clés et une adresse griffonnée. N'allumez sous aucun prétexte votre téléphone. J'achèterai un prépayé et je vous appellerai sur le fixe de la maison ce soir. Compris? Compris. Et Manon. Merci d'avoir été courageuse quand il était si simple de détourner le regard. Il y a peu de gens comme vous. Je quittai le café par la ruelle, la peur au ventre mais une détermination renouvelée. J'avais franchi un cap, j'étais désormais une fugitive. La maison normande était simple mais sûre, dans un quartier résidentiel calme et discret. J'y arrivai en bus après 3 changements, l'œil aux aguets, craignant d'être reconnu. Mais personne ne fit attention à moi. Aux yeux du monde, j'étais une femme avec un bébé, noyée dans la masse. La maison sentait le renfermer. Les volets clos créaient une pénombre à la fois protectrice et oppressante. Léo avait dormi presque tout le trajet, épuisé. Je l'installai sur le canapé, calé par des coussins, et explorai les lieux. Il y avait des conserves, de l'eau en bouteille, et, soulagement, une salle de bain fonctionnelle. Mais pas de couche, pas de lait infantile, rien de ce dont Léo avait besoin. Je m'assis par terre près de lui, le regardant dormir. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration. Il semblait si serein, si loin du danger. Que avais-je fait? L'avais-je sauvé ou l'avais-je plongé dans une situation pire encore? Le téléphone fixe sonna, me faisant sursauter. 20 heures. Je décrochai avant qu'il ne réveille Léo. Manon. La voix de Valérie était tendue. Je suis là. Nous sommes bien arrivés. Écoutez, les choses se corsent plus vite que prévu. Stéphane est au désespoir. Antoine l'a persuadé d'offrir une récompense de 50 000 € pour toute information menant à Léo. Votre photo est partout. L'angoisse me saisit. 50 000 €. N'importe qui nous dénoncerait pour cette somme. Exactement. Soyez extrêmement prudente. Ne quittez la maison sous aucun prétexte. Avez-vous tout ce qu'il vous faut? De la nourriture pour moi, mais rien pour le bébé. Il lui faut des couches, du lait, des médicaments. Mince. Je vais envoyer mon assistant faire des courses et les déposer devant la porte. Mais, Manon, il y a autre chose. Son ton me glaça. Quoi? Je suis allé à la propriété Leroy cet après-midi avec un mandat. En tant qu'avocate de Stéphane, j'en ai le droit. J'ai fouillé les chambres des nourrices, leurs courriers, tout. Et je n'ai rien trouvé. Pas un message compromettant, pas un document. Leur chambre était nickel, trop nickel, comme si un grand ménage avait été fait. Antoine les a prévenus, murmurai-je. Dès que j'ai fui avec Léo, il leur a dit de tout faire disparaître. C'est probable. Mais il y a plus. J'ai examiné les enregistrements des caméras de sécurité intérieure. Plusieurs ont été altérés. Les fichiers de ce matin ont été effacés ou modifiés. Et devinez qui a les droits d'administration du système? Antoine. Précisément. Mais il n'est pas si malin. J'ai trouvé des fragments de données dans la corbeille du serveur. Ils sont corrompus, illisibles en l'état, mais c'est suffisant pour prouver une manipulation. Une lueur d'espoir. Ça nous aide. Ça prouve qu'il y a eu quelque chose d'anormal. Mais sans aveu des nourrices ou preuves plus directes, c'est insuffisant pour accuser Antoine de complot ou de tentative de meurtre. Il pourrait prétendre qu'il vérifiait les caméras après le prétendu enlèvement. Que faire, alors? Il faut leur tendre un piège, les pousser à la faute. Mais ça prend du temps, et vous n'en avez pas. La traque s'intensifie d'heure en heure. Léo se mit à pleurer, un faible gémissement qui devint vite un cri de faim. Je dois vous laisser, dis-je précipitamment. Le bébé a besoin de moi. Je sais. Je vous rappelle demain. Et Manon. Gardez espoir. On trouvera une solution. Je raccrochai et allai m'occuper de Léo. Il ne me restait que 2 biberons. Après, je ne savais pas ce que je ferais. Je passai la nuit à le nourrir à petite dose, pour faire durer le lait. Je lui fis des couches avec des serviettes découpées. C'était précaire, mais ça dépannerait. Entre 2 biberons, je regardais les informations. Mon visage en boucle. Les journalistes échafaudaient des théories.
Une psychocriminologue analysait mon profil, me dépeignant comme une femme désespérée, instable, capable de tout. Chloé et Léa, en larmes, jouaient la comédie devant les caméras. Elle était si gentille, sanglotait Léa. Jamais nous n'aurions imaginé ça. Pauvre petit Léo. Antoine, l'air grave, déclarait, mon frère est effondré. Nous voulons juste récupérer l'enfant sain et sauf. Manon, si vous nous voyez, rendez-nous mon neveu. Nous vous aiderons. Nous comprenons que vous traversez une épreuve. Son jeu d'acteur était parfait. Il m'aurait presque convaincu de ma propre culpabilité. J'éteignis la télévision, à bout. Je berçai Léo en arpentant la petite maison, lui fredonnant une berceuse de mon enfance. Ne t'inquiète pas, mon petit, lui murmurai-je. On prouvera la vérité. On te ramènera à ton papa. Mais à mesure que les heures s'écoulaient, ma confiance s'érodait. Et si on ne trouvait jamais de preuves? Si Antoine était trop méticuleux? Je finirais en prison, et il aurait tout. À 6 heures du matin, on frappa doucement à la porte. Je me figeai, le cœur battant à tout rompre. La police? Antoine? Je m'approchai de la fenêtre et regardai entre les lames. Personne. Juste un grand sac sur le paillasson. J'attendis 5 longues minutes avant d'oser ouvrir. Je récupérai le sac et refermai la porte à double tour. À l'intérieur, des couches, du lait infantile, des vêtements, des lingettes et un mot, gardez confiance. J'avance. Ne perdez pas espoir. Des larmes de soulagement coulèrent sur mes joues. Je n'étais pas seul. Je passais la journée à m'occuper de Léo, tentant de lui offrir un semblant de normalité. Je lui parlais, chantais, jouais avec des jouets de fortune. Il me gratifiait de quelques sourires qui me réchauffaient le cœur. Comment pouvait-on vouloir du mal à une créature si innocente? Le téléphone sonna à 15 heures. Valérie, plus enjouée. J'ai du nouveau. J'ai obtenu les relevés téléphoniques de Chloé et Léa. Il a fallu un mandat, mais un juge de mes amis me l'a accordé au vu des zones d'ombre du dossier. Elles ont toutes les deux appelé des numéros prépayés activés il y a 3 mois. 3 mois? Quelle importance? Il y a 3 mois, Antoine a commencé à avoir de graves ennuis financiers. Sa société d'investissement a perdu un gros client. Il s'est retrouvé à court d'argent, juste au moment de la naissance de Léo. C'est donc ça, l'élément déclencheur. La naissance de l'héritier qui l'écartait de la fortune. Exactement. Je travaille avec un détective privé pour remonter la piste de ces numéros. Si on peut prouver qu'Antoine les a achetés, on établit un lien direct entre lui et les nourrices, avant l'enlèvement. Combien de temps ça prendra? 48 heures, peut-être moins. Mais il y a un autre problème. Toujours un autre problème. La police intensifie les recherches. Ils ont un témoignage d'une femme avec un bébé dans un bus pour la Normandie hier. Ils ratissent le secteur. La peur me transperça. Ils sont proches? Je ne sais pas. C'est pourquoi vous devez partir. J'ai une autre maison, dans un village en Provence, plus isolé. Le problème, c'est le transport. Je ne peux pas reprendre les transports en commun. Trop risqué. Je sais. C'est moi qui viens vous chercher. Ce soir, 23 heures. Je serai garé devant la maison 3 minutes, pas plus. Si vous ne sortez pas, je considérerai que c'est compromis et je ne pourrai pas revenir. Compris? Compris. Une dernière chose, Manon. Stéphane veut vous parler. Mon souffle se coupa. Quoi? Je lui ai exposé mes soupçons sur Antoine. Il a d'abord refusé de me croire, mais les images des caméras l'ont fait douter. Je lui ai dit que j'étais en contact avec vous. Il veut votre version des faits. Il me croit? Il veut vous croire. Mais il a besoin de vous entendre. Êtes-vous d'accord pour lui parler? Je regardais Léo qui jouait avec ses pieds. C'était l'heure de vérité. Si Stéphane ne me croyait pas, tout était fini. Mais s'il le faisait. Oui, dis-je fermement. Je suis d'accord. Bien, je vous mets en conférence. Des clics, de la friture, puis une voix d'homme, profonde, vibrante d'émotion. Manon? Monsieur le roi. Mon fils va bien? Dites-moi qu'il va bien. Il va très bien. Il est avec moi, en sécurité.
Il ne lui est rien arrivé. J'entendis un sanglot étouffé. Pourquoi? Pourquoi avoir fait ça? Si vous aviez besoin d'argent, pour votre mère, je vous aurais aidé. Il ne fallait pas. Je n'ai pas enlevé votre fils, l'interrompis-je, la voix brisée. Je l'ai sauvé. Votre frère Antoine est venu ce matin. Il m'a menacé. Il a avoué son plan, faire du mal à Léo, vous faire passer pour négligent, s'emparer de l'entreprise. J'ai dû fuir avec le bébé pour le sauver. Silence. Un si long silence que je crus qu'il avait raccroché. Antoine m'a dit que c'était vous qui aviez tout organisé, dit-il enfin, d'une voix à peine audible. Il m'a montré des virements, des recherches sur ma fortune sur votre ordinateur. C'est un montage. Réfléchissez, monsieur le roi. Quand aurais-je pu accéder à votre ordinateur pour faire ces recherches? Quand aurais-je fait ces virements? Mon compte en banque affiche un solde de 1300 €. C'est ce que Valérie m'a dit. Elle m'a dit qu'elle vous faisait confiance, et je lui fais confiance. Mais Manon. Sa voix se brisa. C'est mon fils. Tout ce qu'il me reste de Sandrine. S'il lui arrive quelque chose. Il ne lui arrivera rien. Je le protégerai au péril de ma vie. Je vous le jure. Pourquoi? Pourquoi tout risquer pour un enfant que vous connaissez à peine? La réponse jaillit du plus profond de moi. Parce que quand je l'ai vu dans son berceau, seul et en larmes, j'ai vu tous les enfants sans défense. Parce que sa mère aurait fait la même chose pour lui. Et parce que parfois, faire ce qui est juste est le plus difficile. Nouveau silence. Ramenez-le-moi, dit-il enfin. Je vous en prie. Je ferai n'importe quoi. Si Antoine est coupable, si les nourrices ont menti, je le prouverai. Je remuerai ciel et terre. Mais il me faut mon fils. Vous le retrouverez, monsieur le roi. Dès que nous serons en sécurité. Dès que nous aurons des preuves pour nous protéger, Léo et moi. Promis. L'appel prit fin. Je restai assise, silencieuse, serrant Léo contre moi. La vérité commençait à émerger, mais le plus dur restait à faire. À 23 heures, les phares d'une voiture sombre balayèrent la fenêtre. Je pris Léo endormi, l'enveloppai dans des couvertures et courus dehors. Valérie ouvrit la portière arrière, je m'y engouffrai, le cœur battant. Accroupissez-vous, ordonna-t-elle en démarrant. Il y a des barrages sur l'autoroute. On va prendre les petites routes. Le trajet jusqu'en Provence dura près de 2 heures, sur des routes de campagne obscures. Léo, par miracle, ne se réveilla pas. Je scrutais sans cesse la lunette arrière, à l'affût de phares qui ne nous suivirent jamais. Que s'est-il passé après mon appel avec Stéphane, demandai-je enfin. Il a confronté Antoine. C'était violent. Antoine a tout nié, évidemment. Il a dit que vous me manipuliez, que vous étiez plus maligne que vous n'en aviez l'air. Mais Stéphane aperçut quelque chose dans son regard. Une faille, un instant de panique. Valérie s'engagea sur un chemin de terre. Antoine a fait une erreur. Quand Stéphane a parlé des caméras de sécurité, il s'est tout de suite mis sur la défensive. Un innocent aurait demandé des explications. Lui s'est justifié. C'est suffisant pour l'inculper? Pas juridiquement. Mais ça a suffi pour que Stéphane lance sa propre enquête. Il a engagé un autre détective. Il épluche les finances d'Antoine, ses déplacements, tout. Nous arrivâmes à une bastide en pierre isolée, au milieu des oliviers. La pleine lune baignait le paysage d'une clarté spectrale. Cette propriété appartient à un client en Argentine, expliqua Valérie en m'aidant à sortir. Il ne rentrera pas avant des mois. Vous serez plus en sécurité ici. Pas un voisin à des kilomètres. Cet isolement me rassurait et m'effrayait à la fois. Personne ne nous trouverait ici, mais personne ne nous entendrait non plus en cas de problème. Valérie me tendit 2 téléphones. Des prépayés. Un pour moi, un pour Stéphane. Ce sont les seuls numéros enregistrés. N'appelez personne d'autre. Combien de temps devrais-je rester caché? Mon détective a localisé les téléphones prépayés. L'un a été acheté avec une carte de crédit liée à une société écran. On remonte la piste. Si tout va bien, on aura du concret d'ici 24 heures. Et les nourrices? Où sont-elles? Un sourire malicieux éclaira le visage de Valérie. C'est là que ça devient croustillant.
Après l'affrontement entre Stéphane et Antoine, Chloé et Léa se sont volatilisées. Elles ont quitté la maison sans préavis, sans leurs affaires. Elles ont disparu. Soit elles ont fui, soit Antoine les cache. Dans tous les cas, des innocents ne fuient pas. Ça renforce nos soupçons. Mais sans elles, comment prouver quoi que ce soit? On les retrouvera. Les gens aux abois font des erreurs, et je sens qu'elles sont sur le point d'en faire une grosse. Valérie me prit par les épaules. Tenez bon, Manon. Je sais que c'est dur, que vous avez peur. Mais vous faites ce qu'il faut. Après son départ, je me retrouvais seul avec Léo dans cette maison inconnue. Le silence de la campagne était assourdissant. Chaque craquement de parquet, chaque souffle du vent me mettait aux aguets. Je couchais Léo sur un lit de fortune, fait de coussins et de couvertures. Il dormait d'un sommeil de plomb, l'air si paisible. Quand reverrait-il son père? Quand ce cauchemar cesserait-il? Le téléphone de Stéphane vibra à 1h du matin. Je décrochai, les mains moites. Allô? C'est moi. La voix de Stéphane était lasse, privée de sommeil. Comment va Léo? Il dort. Il va bien, monsieur le roi. Promis. Appelez-moi Stéphane. Après ce que vous avez fait pour mon fils, les formalités sont absurdes. Il hésita. Vous pouvez approcher le téléphone de lui? Je veux juste l'entendre respirer. Les larmes aux yeux, j'approchai le mobile du visage endormi de Léo. Sa respiration douce et régulière emplit le silence. J'entendis un sanglot étouffé à l'autre bout du fil. Merci, murmura Stéphane après un instant. Merci de le protéger. Merci de croire en moi quand mon propre frère m'a trahi. Avez-vous du nouveau? Beaucoup. Antoine a près de 2 millions d'euros de dettes de jeu. Des usuriers, des gens dangereux. S'il ne paie pas, perdre de l'argent sera le cadet de ses soucis. C'est pour ça qu'il voulait votre entreprise, l'héritage. Exactement. Avec Léo écarté et moi déchu de mes droits parentaux, il aurait pris le contrôle temporaire de l'Eurotech, de quoi liquider des actifs, rembourser ses dettes et s'enfuir avec le reste. Comment avez-vous pu ne rien voir? C'était mon frère. Sa voix se brisa. On a grandi ensemble, on a tout partagé. Quand père est mort, je lui ai proposé plus de parts dans la société, il a refusé. Il voulait tracer sa propre route. Je n'ai jamais soupçonné qu'il m'en voulait, qu'il me haïssait. L'argent change les gens. Ou révèle leur vraie nature. Il soupira. Manon. Je dois vous demander quelque chose. Pourquoi l'avez-vous fait? Vraiment. Risquer votre liberté, votre avenir. Pourquoi? Je pesai ma réponse. Quand j'avais 8 ans, j'ai vu mon père battre ma mère. Elle saignait, elle pleurait, elle appelait à l'aide. Et nos voisins entendaient tout à travers les cloisons. Personne n'a rien fait. Personne n'a appelé la police. Personne n'est intervenu. Je suis désolé. Cette nuit-là, j'ai juré de ne jamais être comme eux. Si je voyais quelqu'un en danger, j'agirais, peu importe le prix. Quand j'ai entendu Antoine menacer Léo, quand j'ai vu le danger dans ses yeux. Je ne pouvais pas être comme ses voisins. Je ne pouvais pas détourner le regard. Un long silence. Vous êtes extraordinaire, Manon. Sandrine aurait fait pareil. Elle aidait toujours son prochain, sans se soucier des conséquences. Sa voix s'adoucit, nostalgique. Elle vous aurait remercié d'avoir protégé notre fils. Je ne savais que dire. Nous restâmes dans un silence apaisant, écoutant le souffle de Léo, 2 étrangers liés par le destin. Je vous laisse vous reposer, dit-il enfin. Mais Manon. Quand ce sera fini, quand Léo sera en sécurité et les coupables punis. Je vous récompenserai. Le traitement de votre mère, une nouvelle maison, ce que vous voudrez. Je veux juste laver mon honneur, répondis-je, et que Léo grandisse entouré d'amour, pas de trahison. Nous y arriverons. Promis. Les 2 jours suivants furent une attente insupportable. Valérie donnait des nouvelles. Le détective avait trouvé des virements suspects. Il reconstituait des messages effacés. Il touchait au but. Mais chaque heure qui passait, l'étau se resserrait. Le 3e jour, tout bascula. Le téléphone de Valérie sonna à 10 heures. Sa voix était chargée d'une tension palpable.
On les a. Chloé et Léa se cachent dans un hôtel miteux en Bourgogne. Antoine a payé avec sa carte personnelle. L'idiot a réservé à son nom. Que allez-vous faire? Stéphane et moi y allons. On emmènera la police, mais il faut d'abord qu'elles avouent. J'ai un plan, mais c'est risqué. Quel genre de plan? Le genre qui peut nous envoyer tous en prison, ou nous libérer. Vous me faites confiance? Je regardais Léo, qui jouait avec un hochet improvisé. J'étais allé si loin. Pas question de renoncer. Je vous fais confiance. Bien. Restez près du téléphone. Ça pourrait se dénouer aujourd'hui. Les heures s'étirèrent, interminables. Je nourrissais Léo, le changeais, jouais avec lui, mais mon esprit était ailleurs, dans cet hôtel en Bourgogne, où notre destin se jouait. À 16 heures, le téléphone vibra. Un SMS de Valérie. Allumez les infos, chaîne 5. Les mains tremblantes, je trouvais une vieille télé et l'allumais. On y voyait un hôtel cerné par la police. Dernière minute dans l'affaire Leroy, annonçait la présentatrice. 2 suspects ont été arrêtés en Bourgogne. Selon des témoins, une confrontation dramatique a abouti à des aveux enregistrés. Mon cœur s'arrêta. Aveux enregistrés. Le téléphone sonna. Stéphane. On a réussi, dit-il, la voix brisée par l'émotion. Manon, on a réussi. Chloé a tout avoué. Léa a craqué et tout confirmé. Antoine est en cours d'arrestation. Il faut que vous reveniez. Il faut ramener mon fils. Des larmes coulèrent sur mes joues. C'est vraiment fini? C'est fini. Vous êtes libre. Mon fils est en sécurité. Et mon frère? Mon frère paiera. Je m'effondrai sur le canapé, serrant Léo contre moi, secoué de sanglots. 3 jours d'enfer prenaient fin. Valérie vient vous chercher, poursuivit Stéphane. Elle sera là dans 2 heures. Et Manon. Merci. Merci d'avoir été l'héroïne dont mon fils avait besoin. J'ai juste fait mon devoir. C'est justement ça, être une héroïne. La plupart des gens ne savent même pas ce qu'est leur devoir, et encore moins ont le courage de l'accomplir. Quand Valérie arriva, c'était un convoi, police, ambulance pour Léo, et même des journalistes. Mais je ne vis que Stéphane, sortant de la voiture de tête. Il courut vers moi, les yeux rivés sur le paquet dans mes bras. Quand je lui tendis Léo, le père et le fils se retrouvèrent dans une étreinte qui arracha des larmes aux policiers les plus endurcis. Mon petit, murmurait Stéphane, le couvrant de baisers. Mon petit courageux, papa est là. C'est fini. Léo, reconnaissant la voix de son père, éclata en sanglots de soulagement, s'agrippant à lui de ses petites mains. Je m'éclipsai discrètement, mais Stéphane m'appela. Manon, attendez. Il s'approcha, Léo toujours dans ses bras. Ce n'est pas fini. La presse veut l'histoire. Le monde doit savoir ce que vous avez fait. Je ne cherche pas la gloire. Ce n'est pas de la gloire, c'est de la justice. Votre nom doit être innocenté publiquement. Et puis, il hésita, les yeux brillants. Mon fils doit savoir qui l'a sauvé. Quand il sera grand, quand il posera des questions, je veux qu'il connaisse votre nom. Je veux qu'il sache qu'une femme extraordinaire a tout risqué pour lui. Je pris la petite main de Léo, qui me sourit, un sourire édenté à faire fondre les cœurs. Je serai toujours là pour lui, promis-je. Et tandis que les caméras immortalisaient l'instant, que les journalistes criaient leurs questions, que la vérité éclatait enfin, je sus que ma vie ne serait plus jamais la même. Mais cette fois, c'était pour le mieux. Le commissariat de Paris grouillait de journalistes. Les flashs crépitaient tandis que Stéphane, Valérie et moi entrions, escortés par la police. Léo dormait dans les bras de son père, insensible au tumulte. L'inspecteur en chef, Éric Martin, un homme d'une 50aine d'années à l'air sévère, nous mena à une salle d'interrogatoire transformée en salle de presse. Mademoiselle Dubois, commença-t-il, le ton plus doux que prévu. Il me faut votre déposition officielle. Mais avant, il marqua une pause, gêné. Je vous dois des excuses. Au vu des informations dont nous disposions, nous vous avons considéré comme suspecte. Nous savons maintenant que vous êtes la victime et l'héroïne de cette histoire. Je veux juste que la vérité soit faite, répondis-je. Je passai les 2 heures suivantes à tout raconter en détail. La conversation des nourrices,
l'arrivée d'Antoine, ses menaces, la fuite, la cavale. Valérie enregistrait tout. Et les aveux, demandai-je à la fin. Qu'ont-elles dit exactement? L'inspecteur Martin échangea un regard avec Valérie, qui acquiesça. C'était assez théâtral, commença-t-il. Maître Bernard et Monsieur Leroy sont allés à l'hôtel. Sans la police, d'abord, juste pour les confronter. Monsieur Leroy a offert une immunité partielle contre leur témoignage. Une immunité, m'étonnai-je. Après ce qu'elles ont fait? Partielle, précisa Stéphane. Elles feront de la prison, assez pour payer leurs dettes, mais beaucoup moins que si elles n'avaient pas coopéré. C'était le seul moyen de coincer Antoine. Léa a craqué la première, poursuivit l'inspecteur. Elle s'est mise à pleurer, disant qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal au bébé, qu'Antoine les avait menacées, qu'elles avaient peur. Chloé a tenté de la faire taire, mais c'était trop tard. Une fois que Léa a commencé, tout est sorti. Valérie ouvrit son ordinateur. J'ai les enregistrements. Vous voulez voir? J'acquiesçai, appréhendant ce que j'allais voir. L'image montrait une chambre d'hôtel sordide. Léa, assise sur le lit, le visage ravagé par les larmes. Chloé, arpentant la pièce, nerveuse. Puis Stéphane et Valérie entrèrent. Nous savons tout, dit Stéphane froidement. Les virements d'Antoine, les prépayés, les caméras. C'est votre seule chance de sauver les meubles. Nous ne voyons pas de quoi vous parlez, répondit Chloé, sa voix tremblante la trahissant. Antoine est en garde à vue, mentit Valérie avec aplomb. Il a tout avoué, il vous a chargé. Il dit que vous l'avez manipulé, que vous avez profité de ses problèmes d'argent pour le convaincre de se débarrasser de son neveu. C'est un mensonge, explosa Léa. C'est son idée. On n'a fait qu'obéir. Tais-toi, idiote, siffla Chloé. Mais il était trop tard. Il nous a promis 100 000 € à chacune, sanglotait Léa. Au début, c'était juste pour monter un dossier à charge contre Stéphane. Mais après, il a commencé à parler de faire disparaître le bébé. Pas nous, il engagerait quelqu'un. Mais cette femme de ménage a tout fichu en l'air, ajouta Chloé, venimeuse. Antoine a dû improviser, y aller lui-même, et quand elle s'est enfuie avec l'enfant, il nous a accusés. Et le plan initial? Insista Stéphane, la voix brisée. Qu'est-ce qu'Antoine voulait faire de mon fils? Un silence de mort. Je ne sais pas, murmura Léa. Il n'a jamais donné les détails. Juste que le bébé ne devait plus exister pour qu'il hérite. L'enregistrement se terminait sur les deux femmes signant leurs aveux, alors que la police entrait pour les arrêter. Je fermais les yeux, écœuré. On était passé si près du drame. Si je n'avais pas entendu cette conversation, si je n'avais pas été là ce jour-là, si je n'avais pas osé. Ne pensez pas à ce qui aurait pu arriver, dit doucement Stéphane. Pensez à ce que vous avez empêché. Grâce à vous, mon fils est vivant. Et Antoine, demandai-je. Que dit-il? L'inspecteur Martin sourit. Antoine Leroy nie tout, évidemment. Mais avec les aveux des nourrices, les preuves bancaires, les caméras et votre témoignage, il est cuit. Il risque gros, complot en vue de commettre un assassinat, tentative d'enlèvement, fraude, obstruction à la justice. Il en a pour des années. Et moi? L'enlèvement? Classé sans suite. D'ailleurs. L'inspecteur se racla la gorge. Le ministère souhaite vous présenter des excuses publiques. Demain, en conférence de presse, nous expliquerons comment une citoyenne exemplaire a protégé un enfant alors que nous la poursuivions sur la base de fausses accusations. Je ne savais si je devais rire ou pleurer. Je veux juste reprendre une vie normale. Ça risque d'être difficile, prévint Valérie. Les médias s'arrachent cette histoire. Vous êtes l'héroïne de Paris, la femme qui a tout risqué pour un enfant. Les réseaux sociaux vous acclament. Elle me montra son téléphone. Le hashtag Merci Manon était en tête des tendances. Des milliers de gens partageaient l'histoire, proposaient des dons pour ma mère, du travail. C'est trop, dis-je. Je sais, dit Stéphane. C'est pourquoi je veux vous aider à gérer ça. Valérie peut vous représenter, veillez à ce qu'on ne profite pas de vous. Et financièrement. On en a déjà parlé, l'interrompis-je. Pas de charité. Ce n'est pas de la charité. C'est justice. Sa voix se fit ferme.
vous avez perdu votre travail, votre réputation a été salie, vous avez vécu l'enfer. Tout ça pour mon fils. Le minimum est de m'assurer que votre mère et vous ne manquiez de rien. Il a raison, ajouta Valérie. D'ailleurs, vous pourriez les poursuivre, Antoine, les nourrices, la presse. Les dommages et intérêts se chiffreraient en centaines de milliers d'euros. L'idée me donna le tournis. Moi qui avais toujours lutté pour le moindre sou. Il me faut du temps pour digérer, dis-je faiblement. Bien sûr. Stéphane changea Léo de bras. Le bébé s'était réveillé et regardait autour de lui, curieux. Mais il y a une chose à faire maintenant. La conférence de presse. Les médias attendent. Si on ne leur donne pas notre version, ils inventeront la leur. C'est ainsi que 2 heures plus tard, je me retrouvais face à une forêt de micros et de caméras. Stéphane à ma droite, avec Léo, Valérie à ma gauche. L'inspecteur Martin lisait une déclaration. Point et c'est grâce au courage exceptionnel de mademoiselle Manon Dubois qu'un enfant innocent est sain et sauf. Elle incarne le meilleur de notre société, prête à tout sacrifier pour faire ce qui est juste, sans rien attendre en retour. Les mots flottaient. J'étais épuisé, à fleur de peau. À la fin de sa déclaration, les questions fusèrent. Mademoiselle Dubois, avez-vous eu peur? Constamment, répondis-je. Qu'est-ce qui vous a motivé? Je regardais Léo, qui me fixait de ses grands yeux bleus. Lui. Uniquement lui. Face à un enfant en danger, on n'évalue pas les risques, on agit. Monsieur le roi, que ressentez-vous pour votre frère? Le visage de Stéphane se figea. Antoine a cessé d'être mon frère quand il a menacé mon fils. C'est un criminel qui répondra de ses actes. Quel message adressez-vous à ceux qui pourraient se trouver dans une situation similaire? Je réfléchis. Fiez-vous à votre instinct. Si quelque chose vous semble louche, ça l'est probablement. Et si vous voyez quelqu'un en danger, surtout un enfant, n'ignorez pas la situation. Soyez l'aide que vous aimeriez recevoir. Les questions continuèrent pendant une demi-heure. Finalement, Valérie y mit un terme, prétextant ma fatigue. En sortant du commissariat, une foule nous attendait. Mais une foule bienveillante. Ils applaudissaient, criaient des mots de soutien. Une femme s'approcha et m'étreignit. Merci de nous rappeler qu'il y a encore des gens bien, me glissa-t-elle à l'oreille. Je ne pus retenir mes larmes. La peur, le stress, l'adrénaline des derniers jours me submergèrent. Je pleurais, réconforté par des inconnus, acclamé par la ville qui m'avait condamné. Stéphane posa une main sur mon épaule. Venez, je vous ramène. Chez moi. Voir votre mère. Elle doit s'inquiéter à mourir. Le trajet jusqu'à ma banlieue fut irréel. La voiture de Stéphane contrastait violemment avec mes bus habituels. Léo s'était rendormi, épuisé. Je peux vous poser une question personnelle, dit soudain Stéphane. Je vous en prie. Pendant votre cavale, avez-vous envisagé de laisser Léo quelque part et de disparaître, pour vous sauver? À chaque instant, avouai-je. Surtout avec la récompense, quand tout le pays me cherchait. Mais je le regardais, et c'était impossible. C'était comme si Sandrine me l'avait confié. Je sais, ça paraît fou. Pas du tout. Sa voix se brisa légèrement. Sandrine disait toujours que les bonnes personnes arrivent au bon moment. Elle les appelait des anges terrestres. Je crois que vous étiez l'ange terrestre de Léo. Nous arrivâmes à mon immeuble. Il semblait plus délabré que jamais, mais c'était mon foyer. Vous voulez monter? Proposai-je. Ma mère voudra vous rencontrer, et voir Léo. Stéphane regarda l'immeuble, visiblement mal à l'aise, mais acquiesça. Avec plaisir. Nous montâmes, Stéphane portant Léo. Ma mère était scotchée à la télé, qui rediffusait la conférence de presse. Manon. Elle se leva si vite qu'elle faillit tomber. Je courus l'embrasser, et nous pleurâmes dans les bras l'une de l'autre. J'ai cru te perdre, sanglotait-elle. J'ai cru que tu finirais en prison et que je mourrais seul. Je suis là, maman. C'est fini. Nous nous séparâmes enfin, et ma mère aperçut Stéphane et Léo. Madame Dubois, dit-il respectueusement. Je suis Stéphane le roi. Votre fille a sauvé mon fils. Je lui serai éternellement redevable. Ma mère le dévisagea, puis le bébé. Ses yeux s'embuèrent à nouveau. Il est magnifique.
Et ma fille. Elle a toujours été trop bonne pour ce monde. Le monde a besoin de plus de gens comme elle, répondit Stéphane. Nous passâmes l'heure suivante dans notre petit appartement. Ma mère prépara du thé. Stéphane joua avec Léo sur le canapé élimé. Et pour la première fois depuis des jours, un semblant de normalité revint. Mais je savais que plus rien ne serait comme avant. Ma vie avait basculé. Et en regardant Stéphane avec son fils, sain et sauf, je savais que chaque sacrifice en avait valu la peine.